Lorsqu'on travaille dans la recherche et l'innovation, l'important c'est de trouver les bonnes idées. Et pour ça, il faut parvenir à lâcher le mental, c'est-à-dire que le mental c'est une sorte de prison qui raffole des modèles standards. Et pour en sortir, il faut lâcher prise. Donc lorsque j'ai besoin de résoudre un problème ardu, je vais faire soit une sieste, soit une randonnée. La sieste, c'est très bien pour faire tourner des programmes dans sa tête lorsqu'on est à moitié réveillé. Mais pour découvrir des idées neuves, c'est la randonnée en montagne qui est de loin pour moi la meilleure méthode. Alors je ne sais pas si c'est l'effort qui me vide le mental ou si c'est la nature qui m'inspire, mais clairement pour moi, la randonnée en montagne ouvre le canal de l'intuition. Ah tiens Jean-Yves, là tu as toutes les montagnes de la route du temps. Tu as le pic de l'Aiguille, Pluchette, les Monges et la montagne de Jouer. Tout a été déclenché par mon obsession de répondre à la question: peut-on rendre compatible le libre arbitre avec un futur déjà réalisé? Je me suis dit, si c'est possible, on devrait pouvoir manifester des paradoxes temporels dans la vie. C'est-à-dire, on devrait pouvoir déclencher des synchronicités. Parce que s'il est possible de changer son futur, alors à ce moment-là, le présent, pour pouvoir relier ce futur, est obligé de provoquer des phénomènes hors du commun, qui ne peuvent pas réellement s'expliquer par la causalité. Et donc j'étais à la recherche d'un protocole pour savoir quel était l'état d'esprit qu'il fallait avoir pour déclencher ça. Et c'est la lecture du livre Dialogue avec l'ange qui m'a fourni les éléments déterminants. Tout se passe comme si nous dialoguions avec une partie de nous-mêmes qui nous est extérieure, alors qu'en réalité elle nous est intérieure. Mais pour éviter toute confusion avec le moi, l'ego, il est judicieux de l'extérioriser. Alors qu'on l'appelle ange, esprit, qu'on parle au soleil, qu'on parle à l'univers, qu'on parle à Dieu, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'extérioriser notre être intérieur. Philippe Guillemant est ingénieur de recherche au CNRS, spécialiste de l'intelligence artificielle et des systèmes dynamiques complexes. Il dirige aujourd'hui des recherches sur le hasard dans le but de détecter une éventuelle influence du futur sur le présent. Au début de ma carrière, j'avais vraiment le fantasme du chercheur qui voulait fabriquer des systèmes extrêmement performants pour arriver à détecter des corrélations cachées.
Et pour moi, c'était vraiment très motivant parce que ça devait permettre de résoudre des problèmes fondamentaux relatifs à ce qu'on découvrait en physique, c'est-à-dire les deux sortes d'indéterminisme, l'indéterminisme quantique et l'indéterminisme macroscopique. Et donc je me suis posé cette question du lien entre le temps déjà déployé et le libre arbitre à un moment crucial de ma vie où j'avais à faire des choix très importants parce que j'étais dans une période de grands changements. En fait, il y avait deux choses que j'avais réellement envie de faire dans ma vie et que je n'osais pas faire par conditionnement. Et ces deux choses, c'était d'écrire un livre, et notamment un livre sur le temps, sur la synchronicité, et d'autre part, d'aller m'installer, d'acheter une résidence secondaire en Haute-Provence, qui était un rêve que j'avais depuis longtemps et que je n'avais jamais réalisé. La fameuse question sur le libre arbitre et toutes les réflexions sur le temps que j'ai eues en lien avec cette question m'ont amené finalement à cheminer sur une voie initiatique, sur un sentier spirituel en fait. Parce que la question cruciale, au final, elle est: existe-t-il une part de nous-mêmes qui n'est pas dépendante de notre cerveau ? Existe-t-il une part de nous-mêmes qui correspond aux informations qui peuvent déterminer le cours des événements de façon non mécanique ? Et ça, automatiquement, ça conduit à considérer qu'il y a effectivement une part de nous qui est authentiquement libre, à laquelle on aurait du mal à se connecter parce que nous sommes trop habituellement conditionnés par nos vies. Et donc cette notion de part de nous-mêmes qui est indépendante de la matière, si on veut, cette notion-là que Jung appelle le soi, c'est quelque chose qui est aussi par rapport à l'expérience que je voulais faire, c'est-à-dire se relier à cet état d'être, c'est quelque chose qui m'amenait naturellement à me poser des questions relatives à l'ange. Ayant compris que la notion d'ange était reliée à la question fondamentale que je me posais, je me suis mis à lire des livres sur ces questions-là. L'élément déclencheur de mes expériences, c'est vraiment la découverte de mon protocole expérimental grâce à la lecture du livre « Dialogue avec l'ange ». Je dirais que le principal, c'est la notion du dialogue avec la partie de soi-même qui n'est pas aux prises, qui n'est pas conditionnée par le cerveau, qui n'est pas aux prises avec notre univers matériel. Le fait d'avoir axé ma carrière essentiellement sur la technologie m'a apporté quelque chose de très important, un recul, c'est-à-dire qu'en fait j'ai été amené à travers la technologie à visiter, à explorer différents domaines de la physique et même de la médecine. Et c'est ça qui m'a apporté un recul par rapport au cloisonnement habituel des sciences. Le cloisonnement des sciences, et de la physique en particulier, a petit à petit pour effet de transformer les physiciens en techniciens. Et ça, c'est quelque chose qui m'a surpris, parce que ça ne correspondait pas du tout à l'idée que j'avais de la physique à l'origine. En tout cas, ce qui m'a passionné pour la physique, pour moi, il fallait toujours que la physique soit reliée à la philosophie. La physique devait répondre à des problèmes, à des questions fondamentales sur la mécanique, sur comment fonctionne l'univers. J'ai passé une grande partie de mon temps à convertir des équations en algorithmes, par exemple en sismologie, en physique du chaos, en physique du rayonnement. Et ensuite, quand je me suis lancé en intelligence artificielle, je me suis rendu compte que ça ne marchait plus. Les équations, c'était des filtres, des transformés, transformés de Fourier, transformés en ondelettes, et je n'étais plus du tout satisfait par les résultats. J'ai appris à concevoir les bons algorithmes directement à partir de la géométrie, en laissant tomber les équations. Et je me suis retrouvé à faire des traitements beaucoup plus puissants.
J'ai développé ce qu'on pourrait appeler des réseaux de neurones dynamiques. Et ça a été la base de toutes mes innovations. Donc c'est mon expérience d'ingénieur qui a réussi à se débarrasser des équations au profit des algorithmes, mais en travaillant directement à partir de la géométrie, on va dire, disons, spatio-temporelle. Et c'est cette expérience-là que j'ai transposée dans la compréhension de notre réalité et dans le fait que je considère qu'aujourd'hui, en décrivant la réalité par des équations, on se lie la patte. On s'oblige à fonctionner dans un système trop rigide qui nous empêche de développer une physique beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple. On peut arriver à décrire l'évolution d'un système complexe comme un ensemble d'informations où on va traiter l'information partout simultanément. Et c'est ça qui m'a permis de revoir un petit peu notre conception de la réalité, dans la mesure où je me suis demandé si on ne pourrait pas appliquer cette façon d'appréhender les choses à l'espace-temps. Quand je dis l'espace-temps, c'est-à-dire c'est pas seulement l'ensemble de l'espace, mais c'est également du futur vers le passé. On considère cet univers bloc qui habituellement est décrit par les physiciens de manière statique comme un tout qui peut évoluer dans un temps qui n'est plus le temps ordinaire, mais en dehors du temps, et ça correspond exactement à la problématique des physiciens actuels. Et quand on considère qu'il existe un moyen d'appréhender cette évolution qui nous est donc indiquée par l'intelligence artificielle, eh ben on en arrive tout de suite à la conclusion que l'univers pourrait très bien fonctionner comme un vaste cerveau. Aujourd'hui, en 2015, on est dans un dogme scientifique toujours dominant, qui est celui du déterminisme scientifique mécaniste. Je ne nie pas le fait que la science a besoin de déterminisme, sinon elle ne pourrait pas s'exercer. Par contre, le fait que ce déterminisme soit mécanique ne tient pas la route. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, il faut laisser tomber le déterminisme mécaniste. Alors, qu'est-ce que c'est que le déterminisme mécaniste ? Ça consiste à penser que dans 3 dimensions d'espace, le fait de connaître la position et la vitesse ou l'impulsion de tous les objets va permettre de déterminer parfaitement les événements ultérieurs. Et ça, ceci est complètement faux. Quoi qu'il arrive, même s'il était vrai que l'espace est indéfiniment divisible, même s'il était vrai que la précision de localisation de chaque objet dans l'espace était infinie, c'est-à-dire que la quantité d'informations que l'espace peut associer à n'importe quelle particule est infinie, même si l'on suppose ça, quoi qu'il arrive, il n'empêche que tout ce qui arrive au niveau macroscopique est nécessairement déterminé par ce qui arrive dans l'infiniment petit. On est dans un débat philosophique. Et la science ne s'occupe plus de philosophie. On prend quelqu'un comme Stephen Hawking, dans son livre « Y a-t-il un grand architecte dans l'univers ?», il commence par déclarer dans son introduction « La philosophie est morte ». C'est complètement délirant. Donc il exprime par là le fait que la physique est devenue un domaine extrêmement technique et que le lien avec la philosophie n'existe plus, alors que c'est le lien fondamental. Si on enlève ce lien, ça veut dire qu'on considère que le déterminisme scientifique est quelque chose qui est absolument indéboulonnable, et là on entre dans une religion. Avec son déterminisme scientifique, la science est devenue une religion, et c'est ce que j'appelle la religion du matérialisme. J'ai creusé la question du déterminisme en faisant des expériences à partir du billard. Donc, fort de mon expérience en informatique qui me permettait de jongler avec tout ce qui est de nature numérique, j'ai décidé de faire des calculs que habituellement on ferait pas parce que c'est trop complexe, ça pose trop de problèmes de temps de calcul.
Et donc j'ai décidé de faire des calculs de billard dans lesquels on mettait non pas 10 boules, mais 100 boules, 1000 boules et même plus. Voilà. Et donc en procédant par extrapolation, je suis arrivé à déterminer ce qui se passe au fur et à mesure lorsqu'on rajoute des boules dans un billard pour voir comment est-ce que la mécanique se déploie. Et je suis arrivé à un paradoxe absolument effrayant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on continue à rajouter des boules dans un billard, la quantité d'informations calculées, c'est-à-dire la quantité d'informations valides concernant les trajectoires des boules, devient inférieure à la quantité d'informations qu'il a fallu injecter pour déterminer leurs conditions initiales. Or, ceci est quelque chose de totalement aberrant, puisqu'il n'est pas du tout normal que la quantité d'informations dont on a besoin pour définir, on va dire, un pas de temps, soit supérieure à la quantité d'informations dont on a besoin pour déterminer toute une histoire. Bon, et ça va au-delà de ça. La quantité d'informations dont on a besoin pour faire un calcul sur une certaine durée n'est pas proportionnelle au temps, n'est pas proportionnelle à la durée, c'est proportionnel au carré de la durée. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une précision qui dépasse les limites de l'espace lui-même, les limites de l'univers, à partir de seulement une dizaine de chocs dans un billard où il y a simplement quelques milliers de boules. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'air ambiant où il y a des milliards, où il y a des trilliards de molécules? Donc là, on a deux billards superposés, on a des boules bleues et des boules rouges. On ne voit pas les rouges parce que les rouges sont masqués par les bleus. Et à partir d'un certain moment, on va s'apercevoir que les deux billards vont diverger. Et à ce moment-là, on sera obligé d'arrêter les calculs. Donc là, c'est bientôt en train d'arriver. Là, on voit déjà les boules rouges se manifester, là, juste ici. Et donc, on a été obligé d'arrêter les calculs parce que les deux billards n'ont plus la même histoire. Donc, il faut bien comprendre que le choix du billard, c'est pas un choix anodin. C'est un choix qui consiste à considérer un système dans lequel vous avez des objets en mouvement et qui créent de multiples interactions, qui sont les chocs entre toutes les boules. Or, ces multiples interactions, on les observe constamment dans la nature. Ne serait-ce que l'air ambiant, c'est tout simplement des molécules qui sont en choc perpétuel. Lorsque quelqu'un marche, ou même lorsqu'on conduit une voiture, le simple contact entre tous les objets qui interviennent dans un système, ce sont des chocs, ce sont des interactions. Or, la physique, elle a négligé le problème des interactions multiples. Les Américains, les cordistes, les tenants des univers parallèles veulent nous emprisonner dans des espaces-temps, des myriades d'univers qui sont gelés, c'est-à-dire des univers prisons, des univers bulles prisons. La théorie des cordes, c'est une théorie qui est intéressante parce qu'elle résout le principal problème de la physique moderne, qui est de réconcilier la mécanique quantique avec la relativité générale. Disons qu'il est inadmissible que pour décrire le même monde, on ait besoin de deux physiques. Donc la théorie des cordes résout ce problème, par contre avec une particularité, c'est qu'elle rajoute 6 dimensions à l'espace. Donc notre espace qui a 3 dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur, il faudrait rajouter 6 dimensions et ce seraient des dimensions infiniment petites, repliées sur elles-mêmes. C'est quelque chose d'un petit peu difficile à imaginer. Alors pour arriver à comprendre ce que seraient ces dimensions, il faut imaginer par exemple une fourmi qui se déplace sur un fil téléphonique. Nous, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule dimension, alors que la fourmi, elle a l'impression de se déplacer dans un monde qui en a une de plus, puisqu'elle peut tourner en même temps autour du fil. Alors le problème de la théorie des cordes, c'est qu'elle rajoute ces 6 dimensions à l'espace, alors même que la physique est en train, dans le même moment, de revoir notre conception de l'espace en identifiant l'espace à la gravité et en considérant que finalement l'espace n'existe pas plus que le temps. Et donc, personnellement, je suis plutôt favorable à l'approche de la gravité quantique à boucle, qui, elle, ne rajoute pas de dimension à l'espace, mais qui a besoin de
faire vibrer l'espace. Et donc, pour ça, il faudrait rajouter des dimensions vibratoires à l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, dans la théorie des cordes, il y aurait quand même quelque chose d'intéressant. C'est pas qu'elle serait fausse, mais c'est que les dimensions qu'elle rajoute à l'espace, ce sont pas des dimensions au sens où nous, on l'entend, au sens où nous, on le perçoit, et c'est bien évident. C'est simplement des degrés de liberté vibratoire de l'espace. Donc, l'espace ne serait pas quelque chose qui existe tel qu'on le perçoit, c'est quelque chose qui serait éminemment élastique et qui, dans son infiniment petit, à l'échelle intime, serait capable de vibrer selon des modes extrêmement complexes. Et ce sont ces modes extrêmement complexes qui introduiraient justement l'information additionnelle dont notre espace-temps aurait besoin pour pouvoir changer son futur. Le résultat d'une science qui est devenue trop technique, d'une science qui a rompu ses liens avec la philosophie, et donc d'une science qui ne peut pas s'empêcher de ne jamais remettre en question ses dogmes préétablis, son dogme mécaniste, son dogme matérialiste, c'est que on a aujourd'hui, à l'échelle mondiale, des physiciens très connus, souvent célèbres, qui écrivent des livres, que ce soit sur le temps ou sur d'autres, sur les univers parallèles, sur tout un tas de choses, dans lesquels on a une description du monde. Plusieurs descriptions du monde, elles sont toutes différentes les unes des autres et qui sont absolument inacceptables pour le grand public. Et par contre, toujours parmi les physiciens qui écrivent des livres et qui sont reconnus, qui sont célèbres, on a quand même quelques exceptions qui sont au-dessus du panier, des physiciens qui restent relativement réservés sur notre vision de la réalité et qui mettent le doigt sur les bonnes questions. Hein. Par exemple, en France, je vais citer Étienne Klein, qui lui n'a pas la prétention de sortir un modèle de la réalité, de nous faire comprendre l'espace-temps, etc., mais qui au moins pose les bonnes questions lorsqu'il envisage, par exemple, un futur déjà réalisé, mais qui pourrait changer parce qu'il est intellectuellement reconfigurable. On a Thibaut Damour, qui a écrit « Et si Einstein m'était compté ?» et qui nous parle d'un futur qui est déjà là, et qui nous explique qu'on ne peut pas éviter la présence du futur. On a Marc Lachiaiseray, qui écrit des bouquins passionnants également sur le temps, qui a écrit récemment un bouquin sur le voyage dans le temps, et qui nous permet d'envisager, vraiment, ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, la possibilité de voyager, non seulement dans le futur, mais dans le passé par le biais de trous de verre, même si c'est pas encore technologiquement accessible, on ne peut pas fermer la porte à cette possibilité. On a Alain Cohn qui a écrit récemment un bouquin qui s'appelle Le théâtre quantique, un livre très amusant, c'est un roman où il envisage la possibilité que le passé puisse changer un tout petit peu, que le passé soit instable, ce qui est une idée qui, dans une publication, dans un laboratoire, il est difficile de publier ce genre de choses. Voilà, et puis on se heurte obligatoirement à un certain tabou. On a Carlo Rovelli qui écrit des bouquins joliment écrits sur le temps, et si le temps n'existe pas, etc., où il nous parle des conséquences dans notre vision du monde de la gravité, de la théorie de la gravité quantique à boucle, qui nous propose une vision du monde qui est totalement distincte que celle que nous proposent les cordistes, qui sont très déterministes. Donc, Carlo Rovelli revalorise justement l'indéterminisme quantique et nous explique que notre réalité, elle est assise sur un monde, sur un pullulement quantique de possibilités. On a Antoine Suarez qui a écrit récemment un livre sur le libre arbitre. Est-ce que le libre arbitre est compatible avec la physique moderne? Et qui nous explique que notre réalité, pour mieux comprendre notre réalité, pour que notre espace-temps puisse fonctionner et puisse préserver la causalité, on aurait besoin d'introduire des informations insensibles à l'espace et au temps. Voilà, je pense que déjà, si on regarde les écrits et les dires de ces 6 personnages, et si on décide d'accepter toutes leurs idées, et finalement, il se profile un espace-temps, une réalité qui serait beaucoup plus fluide, qui peut évoluer simultanément dans le futur et dans le passé. Alors dans le passé, ça va être un tout petit peu, on ne sait pas encore exactement dans quelle mesure
notre espace-temps, notre univers, notre passé peut changer. Par contre, dans le futur, le fait que le futur puisse évoluer, c'est un concept extrêmement intéressant parce qu'il nous permet de retrouver notre libre arbitre. Et là où les physiciens ne vont pas, la frontière que les physiciens ne dépassent pas, celle que je dépasse, c'est qu'à partir du moment où on accepte l'idée du libre arbitre et l'idée que notre futur puisse changer par l'entremise du libre arbitre, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut introduire la conscience en physique, c'est-à-dire que le paramètre qui va permettre d'introduire des informations dans l'espace-temps qui vont permettre à cet espace-temps d'être fluide, de changer, donc notre futur de changer, c'est la conscience. Pour comprendre la physique de la conscience que je propose, il faut partir du renversement de perspective qui provient du fait que la réalité n'existe pas telle qu'on la perçoit. Ce qu'on perçoit, c'est de la matière, de l'espace et du temps. Et la physique nous apprend aujourd'hui que tout cela n'est qu'illusion. Le temps, l'espace et la matière n'existent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas s'en servir de référence objective pour faire de la physique, pour concevoir notre réalité. Il faut les considérer telles qu'elles se présentent, c'est-à-dire comme des constructions de notre conscience. Qu'est-ce qui est objectif là-dedans? Ce qui est objectif, c'est le monde d'information sous-jacent qui permet de construire l'information à partir de laquelle notre conscience construit la réalité. Cette conscience, maintenant, si on veut la considérer comme quelque chose de tangible, il faut la relier à une réalité physique. Et il faut la relier à une réalité physique qui n'est pas la matière qui se trouve dans l'espace dont on dit qu'aujourd'hui il n'existe plus. Alors la matière, l'espace, le temps, tout ceci constitue la réalité quadridimensionnelle, c'est-à-dire notre espace-temps, l'ensemble de toutes les informations qui sont observables. Observables, ça veut dire par le biais de la conscience. Il existe un surunivers qui englobe notre univers et qui, lui, contient des informations non physiques. Ce surunivers, en réalité, il est constituant de notre réalité intime, de la réalité intime de l'espace. Il correspond aux fluctuations quanto-gravitationnelles qui sont totalement indiscernables de l'espace. Et c'est ceci qui doit être relié à la conscience. Alors plutôt que de dire « je relie la conscience aux vibrations quanto-gravitationnelles de l'espace », je dis autant économiser les concepts et considérer la conscience comme étant identique aux vibrations quanto-gravitationnelles de l'espace. C'est-à-dire que je propose une équivalence, et je ne suis pas le seul, je propose une équivalence entre la conscience et les vibrations quanto-gravitationnelles de l'espace. C'est-à-dire la conscience et l'espace, c'est la même chose. On peut représenter chacune de nos vies sous la forme d'un cylindre, d'un tunnel invisible qui orienterait chacun de nos pas tout le long de notre vie. Et la flexibilité de l'espace-temps donc induit une flexibilité de chacune de nos vies et tout se passe comme si
Donc notre futur existe déjà et nous évoluons à l'intérieur d'un tunnel invisible qui peut changer de position au fur et à mesure où on avance. En réalité, notre espace-temps quadridimensionnel est constitué simplement de ce qu'on appelle l'univers observable. Et cet univers observable, il est en réalité plongé dans ce qu'on appelle le vide quantique, qui est un univers d'informations qui contient 10 puissance 120 fois plus d'informations que notre espace-temps quadridimensionnel. Et en fait, ce sont les interactions entre le vide quantique et l'univers observable, ou notre tunnel de vie, qui vont justement changer la forme de ce tunnel au fur et à mesure. Et donc on peut considérer que chacun de nos tunnels de vie, qui décrit tout ce qu'on va faire dans la vie, flotte sur une sorte d'océan quantique, et que cet océan quantique, il n'est pas statique, c'est-à-dire qu'il y a des vagues, et ces vagues, ce sont tout simplement des fluctuations quanto-gravitationnelles, et en fait, on peut les considérer comme des fluctuations de la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, ce multivers quantique composé d'informations quanto-gravitationnelles est en fait un multivers de conscience, et c'est la conscience qui produit ces vagues-là qui font que notre tunnel bouge ou peut changer d'orientation au cours de notre vie. D'un point de vue opérationnel, ou disons fonctionnel, comment vont s'opérer donc ces changements d'orientation de notre tunnel de vie? Qu'est-ce qui engendre cette commutation? Eh bien, je considère que c'est nos intentions qui excitent le vide quantique à certains endroits de l'espace-temps, ce qui permet justement cette commutation. La théorie de la double causalité, ça consiste à proposer que nos intentions sont les causes d'effets dans le futur qui deviennent les causes d'effets dans le présent. Ça implique une influence du futur sur le présent, c'est-à-dire une rétrocausalité. Et le concept de rétrocausalité n'est pas du tout une idée neuve. Il a été introduit il y a plus de 50 ans par le physicien Olivier Costa de Beauregard pour expliquer l'expérience EPR. Il s'agit de cette fameuse expérience de mécanique quantique qui a introduit le concept de non-localité. J'ai découvert par mes calculs de billard que l'influence du futur sur le présent était possible à condition que le futur soit de plus faible densité que le présent. Il s'agit de densité d'information. Si l'espace-temps est flexible et que le futur peut changer, c'est parce que la densité d'information varie dans le temps et dans l'espace. La mécanique quantique nous apprend aujourd'hui qu'il existe deux échelles différentes de densité dans la nature.
d'une part la densité physique, qui correspond au principe d'incertitude d'Heisenberg, et d'autre part la densité, on va dire, quantique, qui correspond à ce qu'on appelle les superpositions d'états, la fonction d'onde. En fait, il s'agit de toutes les informations non manifestées du vide quantique qui correspondent à la conscience. Lorsqu'on relie ces densités à la conscience, on tombe évidemment sur le problème de la mémoire, et là, on trouve plusieurs raisons d'introduire plusieurs niveaux de densité. La première raison, et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en fabriquant des cerveaux, avec des réseaux de neurones mathématiques, c'est que la vraie mémoire n'est pas dans le cerveau, mais à l'extérieur. Un cerveau, ça sert à reconnaître l'information, pas à la stocker. L'information qui est dans le cerveau, ce n'est pas de la mémoire, mais c'est seulement des traces dispersées dans tout le cerveau de chaque mémoire. Un cerveau, un vrai cerveau, ça sert à adresser l'information du vide, c'est-à-dire la conscience. La seconde raison, c'est que ces informations du vide, bien qu'elles soient immenses, ne suffiraient pas pour héberger tout le multivers d'Everett. Il faut absolument limiter le champ des possibles, et la meilleure méthode, clairement, c'est d'organiser le vide en différentes couches d'informations de densités différentes, comme une structure fractale. Chaque couche sert alors de canal, de guide, au champ des possibles de la densité supérieure. Et on retombe sur l'idée que l'univers fonctionne comme un cerveau, et que l'âme correspond à l'extension immatérielle de notre cerveau dans 6 dimensions vibratoires. Comme la conscience a 3 dimensions, puisque c'est l'espace, on peut décomposer l'espace-temps en 3 couches à 3 dimensions chacune. La première, c'est la densité physique. La seconde correspond à notre conscience, c'est la densité de ce que j'appelle le moi. Et la troisième correspond à notre subconscient, c'est la densité du soi. Et c'est cette existence du soi, en tant qu'entité réelle, indépendante de notre cerveau physique, que notre société matérialiste ignore, ce qui constitue certainement le plus grave problème de l'humanité. Un aspect très intéressant de la théorie de la double causalité, c'est qu'il s'agit d'une théorie falsifiable, c'est-à-dire qu'on peut l'expérimenter. Alors on peut déjà l'expérimenter qualitativement, dans la vie de tous les jours, si on peut dire, selon le mode opératoire que j'ai proposé dans mon livre La route du temps. Donc apprendre à déclencher les synchronicités en travaillant certains des états d'esprit, ceci à condition d'être dans une période de sa vie où on dispose de beaucoup de liberté avec une certaine incertitude sur son avenir. Mais on peut surtout l'expérimenter scientifiquement, et cette fois-ci par une toute autre voie qui est la voie informatique. Et en particulier, on peut mettre en place sur le web, ce que j'ai fait, des expériences qui visent à démontrer la possibilité d'une influence du futur sur le présent. On a 3 couches pour la conscience. La couche que j'appelle l'anima, qui correspond à notre réalité. La couche que j'appelle celle du moi, qui correspond à la réalité perçue par la conscience, c'est-à-dire les informations que nous percevons de ce monde réel. Et la 3e couche qui correspond à celle du soi,
qui est donc la couche d'information relative au multivers, c'est-à-dire à l'espace des possibles, le champ des possibles, dans lequel la conscience se déplace par la pensée. Donc, cet univers à 9 dimensions de la conscience, il faut lui rajouter une dimension temporelle qui est un temps spatialisé, ce qui fait au total 10 dimensions d'information. Mais cet univers global est capable d'évoluer hors du temps, et donc il faut rajouter également la dimension du temps réel, ce qui fait une 11e dimension. Lorsqu'on évolue dans le temps ordinaire, il ne se passe rien. Là, nous sommes dans un univers mécanique où la conscience, en l'occurrence celle de l'anima, est un produit du cerveau. Mais il faut rajouter à la couche de l'anima la couche du moi et la couche du soi. Si la couche du soi n'existait pas, la conscience ne serait pas tirée en dehors du conditionnement animique et elle ne pourrait pas avoir de libre arbitre. Le fait d'identifier la conscience à la structure vibratoire de l'espace lui-même nous amène à proposer l'existence de 3 centres qualitatifs pour la conscience. Je propose que les informations de nature spatiale du champ de conscience soient reliées au mental. Je propose que les informations essentiellement vibratoires, donc la signature vibratoire de ce champ de conscience, soient reliées à l'émotionnel, et que les zones de forte amplitude, qui sont donc les zones réellement ressenties, soient reliées à la conscience elle-même. Donc je suis amené à proposer l'existence de 3 centres pour la conscience, un centre mental correspondant aux informations spatiales, un centre émotionnel correspondant aux informations vibratoires et un centre énergétique correspondant aux informations d'amplitude plus importantes qui vont correspondre à ce qu'on appelle le moi, la conscience ou l'ego. Il y a une différence fondamentale en ce qu'on pourrait appeler un robot, même essayons d'imaginer un robot vraiment parfaitement évolué, et un être humain. Le robot fonctionne avec un seul centre, le centre mental, tandis qu'un être humain fonctionne avec potentiellement 9 centres à 3 étages différents de la conscience. Qui plus est, le robot va fonctionner dans le centre que j'appelle le centre animique, c'est-à-dire le robot ne va utiliser que des informations qui font partie de notre réalité physique. Et un robot ne saura jamais utiliser des informations qui font partie du vide quantique, parce qu'il ne possède qu'un seul centre, et celui-ci s'inscrit dans la mécanique pure et simple et dans les interactions mesurables, dans les interactions observables. C'est-à-dire, typiquement, le paradigme mécaniste qui considère que tout doit se déduire des interactions moléculaires qui ont lieu dans l'organisme et dans le cerveau. L'être humain se différencie du robot par le fait qu'il n'a pas un seul centre, mais 9 centres. Et parmi ces 9 centres, il en possède 6 que j'appelle les centres de l'âme, qui sont les centres supérieurs de la conscience, ceux du moi et du soi, qui sont nommément immatériels. C'est-à-dire qu'on a là des informations non physiques
qui appartiennent à l'espace, qui appartiennent au vide. Ce sont toutes les informations dont se nourrit notre réalité pour émerger à partir du vide. Bon, alors une question importante est maintenant de savoir si on utilise réellement ces 9 centres. Si on prend l'exemple d'un animal, par exemple, un animal n'a pas conscience de lui-même, donc il ne va pas pouvoir utiliser ses centres du moi. Et donc l'animal, tout comme certains types de comportements humains, vont être fondés essentiellement sur l'anima, c'est-à-dire un conditionnement purement physique. L'homme se distingue de l'animal par le fait qu'il a conscience de lui-même et que donc sa conscience va se situer essentiellement dans la couche du moi et qu'en plus du conditionnement purement physique, il va y subir un conditionnement social orienté par la conscience collective. En l'absence de connexion au centre supérieur du soi, le moi reste totalement conditionné et il peut faire l'erreur de se prendre pour lui-même, c'est-à-dire qu'on peut faire l'erreur de prendre notre conscience pour qui nous sommes. Et en faisant l'erreur de prendre notre conscience pour qui nous sommes, nous développons un ego. Sans connexion avec le soi, cet ego est nécessairement entièrement conditionné et ce n'est que vu de l'extérieur qu'une personne apparaît avoir un ego et que ceci sonne ridicule parce que vu de l'extérieur, on a l'impression que la personne se prend pour ce qu'elle n'est pas. Il est plutôt difficile de se connecter au soi dans le contexte matérialiste de la société actuelle parce que le conditionnement social a tendance à nous emprisonner dans l'un des 3 centres de la conscience et donc dans 3 prisons. Donc ces 3 prisons sont la prison du mental, la prison de l'émotionnel et la prison de l'ego, qui nous font fonctionner finalement comme des robots. Robot mental, robot du juge et le robot de l'ego. Donc le robot du mental concerne surtout les personnes les plus intelligentes qui ont tendance à s'enfermer dans un certain formatage de la pensée. Le robot émotionnel, c'est celui qui a tendance à nous transformer en juge, c'est-à-dire à nous faire fonctionner selon le filtre de ce qui est soi-disant bon ou soi-disant mauvais. Et donc le robot de l'ego est celui qui va avoir tendance à nous faire fonctionner selon l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes au sein de la société, qui va représenter un énorme conditionnement dans la mesure où, évidemment, cette idée n'a absolument rien à voir avec qui nous sommes vraiment, puisque nous ne sommes pas notre conscience. Alors maintenant, comment fait-on pour sortir de l'une de ces 3 prisons, celle dans laquelle on se trouve, qui est la condition essentielle à la connexion au soi? Alors je résume, pour sortir de la prison du mental, il faut cultiver le lâcher-prise, ça correspond vraiment à un effort. Pour sortir de la prison de l'émotionnel, il faut cultiver la confiance en soi. Et pour sortir de la prison de l'ego, il faut cultiver le détachement. Alors la prison de laquelle il est, à mon avis, le plus difficile de sortir est certainement la prison du mental, parce qu'on a là un conditionnement inconscient. Alors que dans le cas de la prison de l'ego, on est dans un conditionnement parfaitement conscient. Le problème avec la prison de l'ego, bien qu'on puisse être parfaitement conscient du fait qu'on fonctionne selon notre ego, c'est que le détachement est très difficile, c'est-à-dire qu'il faut accepter de changer, et c'est-à-dire de laisser tomber l'idée qu'on se fait de nous-mêmes.
Il peut être extrêmement difficile de sortir réellement de la prison du mental, de l'émotionnel ou de la prison de l'ego. On peut avoir l'impression d'en être sorti, mais ne pas en être sorti réellement. On peut avoir l'impression avoir compris tout cela, mais rester un peu dans la boue, rester un peu dans ne serait-ce que parce que nous avons un corps qui a tendance à nous asservir, on se sent pas bien, on a mal à la tête, etc., etc. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on n'est jamais au top de nous-mêmes. Et donc on n'est jamais certain d'être réellement connecté au soi, même si on peut penser être sorti de prison. Eh bien là, il y a quelque chose à faire qui est très intéressant pour arriver à mettre en route la connexion au soi véritablement. Pour avoir une preuve qu'on est réellement connecté au soi, il y a quelque chose à faire de fondamental, qui est de faire une demande. De faire une demande à qui ? De faire une demande au soi. Mais qu'est-ce que c'est que le soi ? Eh bien, de faire une demande à l'ange, de faire une demande à l'univers, de faire une demande au soleil, de faire une demande à n'importe quoi, à tout ce qu'on voudra. L'important est de faire une demande à quelque chose qui n'existe pas dans cette réalité matérielle. L'important est de faire une demande à quelque chose qui correspond à son être intérieur le plus profond. Et le mieux, c'est de ne surtout pas penser que c'est nous-mêmes, puisqu'il s'agit de sortir de l'erreur que nous pensons être ce que nous sommes, c'est-à-dire ce que nous dicte notre conscience. Il s'agit de sortir de l'erreur que nous sommes notre conscience, et pour sortir de l'erreur que nous sommes notre conscience, il faut faire intervenir une partie de nous-mêmes qui n'est pas nous-mêmes. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir honte de parler à son ange. Voilà. Il ne faut pas avoir honte, puisque on est là dans une réalité physique fondamentale. Donc, je viens de proposer une méthode pour aboutir à non pas nécessairement la certitude, mais la forte probabilité qu'on a réussi à se connecter à son soi, puisque lorsqu'on fait une demande, on va recevoir une réponse. Si cette réponse est extrêmement improbable, il y a toutes les chances que, effectivement, on ait réussi à se connecter. Et ça veut dire déclencher les synchronicités. Une fois que la connexion au soi est installée, il y a 3 façons différentes de la reconnaître. Si on est plutôt quelqu'un qui fonctionne dans le mental, on va avoir, grâce au lâcher-prise, développé la connexion à l'intuition. C'est-à-dire qu'on va recevoir des informations qui ne viennent pas directement de notre cerveau. Si on est quelqu'un qui fonctionne plutôt dans l'émotionnel et qu'on a réussi à développer la confiance et que c'est par ce biais qu'on a obtenu la connexion au soi, on va se retrouver dans la foi. Si on est quelqu'un qui est plutôt dans l'ego et qu'on a réussi à cultiver le détachement qui nous a permis d'accepter de changer, d'être différent, on va se retrouver directement en connexion avec la joie. La joie de se découvrir soi-même, heureux d'exister simplement sans avoir besoin d'aucune étiquette, d'image, de possession matérielle, etc. Donc, je résume, l'intuition, la foi et la joie sont les 3 états d'esprit qui s'installent automatiquement une fois qu'on a réussi à faire les efforts qui permettaient la connexion au soi. Dans tous les cas, on a de l'amour qui transperce à travers soit l'intuition, soit la foi, soit la joie directement, parce que ces 3 états d'esprit nous apportent du bonheur. Et c'est le bonheur de la source, celle à laquelle on est capable de puiser sans aucun prérequis. Le simple fait de s'être détaché, d'avoir lâché prise, d'avoir confiance, permet d'activer la connexion qui nous rend heureux naturellement par cette connexion. Le bonheur n'étant pas la destination, mais le chemin.